19h, 21h, Pierre de Villeneuve. L'actualité sur Europe 1, dans Europe 1 Soir, débattue ce soir par Catherine Ney. Bonsoir Catherine. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Éditorialiste à Europe 1, bonsoir Olivier d'Artigol. Bonsoir Pierre, bonsoir les amis. Et nous avons la chance d'avoir dans ce studio Christophe Barbier. Bonsoir Christophe. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Éditorialiste, écrivain, dramaturge, auteur de Moi, Jean-Luc M. Alors c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que d'un côté vous êtes mis dans la peau de Jean-Luc Mélenchon pendant et là on a l'impression vraiment de vivre avec lui, c'est assez effrayant d'ailleurs. Et puis ensuite c'est une analyse sur ce qu'il est, sur ce que vous avez aimé chez lui, sur ce que vous avez admiré, et il y a toute une anaphore sur le j'accuse. Vous l'accusez de plein de choses, mais d'abord pourquoi lui, pourquoi ce personnage qui j'ai l'impression, en tout cas vous allez me répondre, constitue une véritable fascination, sachant que le mot fascination est assez galvaudé. Les gens comprennent pas très bien ce que c'est. La fascination, il y a une forme d'amour et de désir, mais il y a aussi, c'est une saloperie la fascination. C'est-à-dire que on peut avoir des conséquences tragiques avec la fascination. C'est terrifiant en effet. C'est une addiction aussi d'une certaine manière. Pourquoi lui? D'abord parce que c'est un personnage. Il y a de l'épaisseur, il y a de la chair, il y a un vécu, il y a un tracé. C'est un personnage couturé. Il y a une enfance. C'est un personnage qui s'est raconté lui-même et il sait se raconter. Il sait être le héros de sa propre histoire. C'est un personnage qui nous dit beaucoup de l'histoire de France, de la décolonisation, des luttes radicales de la gauche des années 70, de l'union de la gauche qui permet l'arrivée du mitterrandisme au pouvoir. Donc ça raconte beaucoup cette histoire de la gauche et sa déréliction actuelle. Et puis ça nous parle de la France aussi. La France du Maroc, la France de Normandie, la France de la Franche-Comté, la France de l'Essonne. Et aujourd'hui, une certaine France terrifiante qu'on a vue à Sciences Po et ailleurs, qui est la France de l'islamo-gauchisme. Quand vous parlez justement du Maroc, de son enfance, de la façon dont elle était arrivée en Normandie, tout ça c'est, j'imagine, totalement documenté. Ça n'est pas uniquement un voyage que vous avez inventé. Il a vraiment eu pour, par exemple, spécialité le coup de boule quand il se faisait embêter c'est lui qui l'a raconté. C'est lui qui l'a raconté. C'est lui qui l'a dit, tout comme il a dit, je grandissais au milieu des Arabes et quand j'arrive au milieu en Normandie, c'est moi le bougnoul. Donc tout ça est authentique. Il s'est beaucoup confié, Jean-Luc Mélenchon, dans ses meetings, dans ses interviews, dans des livres à 4 mains d'autobiographie. Donc on a de la matière. On a des mots, parce qu'il sait se mettre aussi en phrases. Catherine Ney a lu, dévoré ce livre. Oui, j'ai dévoré parce qu'il a la courtoisie d'écrire des livres qui font pas 350 pages. Et quand on prend l'avion, on prend un livre qu'on peut lire. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et alors, au départ, j'avais vu, sur moi-même, et comme il raconte sa rencontre dans la maison de campagne et où le leader Maximo soliloque devant lui, montre son caractère, ses colères, et puis aussi ses frustrations, ses fragilités. Enfin, tout ça est très bien. Moi, je croyais que Christophe avait vraiment été le voir dans sa campagne, parce que c'était, vous savez, c'est comme quand vous lisiez le Mage du Kremlin, c'était tellement vérifié que moi, tout ce qu'il racontait, je prenais pour argent comptant. Mais c'était quand même inspiré de la réalité. Oui, pareil. C'est très inspiré. Voilà. Ce livre vous prend. Et alors, j'ai découvert que c'était une pièce de théâtre après avoir fini un premier morceau, parce qu'après, il y a le j'accuse en disant ce type est dangereux, ou après avoir été séduit. La première partie s'arrête et après, il y a le j'accuse, effectivement. Et ça, c'est assez formidable. Il y a au final peu de politiques contemporains qui peuvent inspirer une approche ou théâtrale ou romanesque. Malheureusement, j'ai envie de dire. Ça s'est asséché. Vous dites... reste juste une chose, et ça m'intéresse d'avoir l'avis de Christophe Barbier. Je ne sais pas si la phrase de Mitterrand est juste ou apocryphe. De mémoire, c'est le plus doué de sa génération et le plus dangereux. Je ne sais pas si cette phrase a été prononcée. En tout cas, si elle l'a été, elle a été visionnaire. Parce qu'en effet, il a, par ses talents, réussi à s'extraire du Parti Socialiste et à bâtir autre chose, et quelque chose de puissant, qui a digéré ce PS, détruit le PC, et ça, c'est quand même un exploit idéologique et historique. Et en même temps, c'est pour emmener cette gauche, tel le joueur de flûte de Hamelin, vers le désastre et vers le gouffre. C'est une vision entrepreneuriale, presque. C'est pas, il se comporte comme un chef d'entreprise. Oui, les plus sévères diraient comme un gourou. Et c'est une vision sectaire. On n'investit pas dans la France insoumise. On adhère, on entre en religion, on se voue au culte du chef. C'est Raël plus un capitaine d'industrie, en fait, c'est ça? Il y a l'humiliation aussi. Le fait d'avoir de s'être fait avoir. Bien sûr.
comme Oui. comme une trompette. Bien sûr. Les Tout à du fait. temps Par des socialistes. par Hollande. Il y a Sans accéder l'humiliation à par aucun Hollande. poste de ministre quand on regarde effectivement. Oui. Je vais faire mon bêta, mais quand on regarde le Wikipédia de Jean-Luc Mélenchon, jamais. Enfin, il a été ministre, je crois, une fois. Secrétaire d'État à Merci. L'enseignement Voilà. technique est plutôt bon d'ailleurs. Il est resté peu de temps, mais il a plutôt bien travaillé et se passionnait pour la chose. Sans doute voulait-il plus. Oui, il n'a pas été payé de retour. Au Sénat, il était Attendez, laissez un parler Christophe turiféraire Barbier. de Monsieur Dassault, parce qu'il aimait les riches à l'époque. Il a été un très bon sénateur parce que, comme souvent, il s'est fondu dans l'institution. Quand il rencontre Emmanuel Macron sur le port de Marseille en 2018, il est toute déférence face au président. Que quelques heures avant, il vient d'accuser des pires vilainies. Et ça, c'est le double Mélenchon. Quand il est C'est confronté Jekyll et Hyde. Oui, quand il est confronté à l'institution de la République, là, à l'époque, il fondait. D'où aussi son rapport Plus maintenant. filial Ouais. et là aussi transcendantal à François Mitterrand. Dans sa conversion contre le PS, dans cette volonté de détruire le PS, il y a les humiliations, les promesses faites au Congrès, notamment à Brest, et déchirées immédiatement par François Hollande. Il y a aussi là une certaine forme de rupture avec Mitterrand. Il n'a jamais réussi à se remettre de la disparition de Mitterrand, et Mitterrand est mort trop tôt, c'est-à-dire avant que lui, Jean-Luc Mélenchon, ait pu se hisser à sa hauteur. Et de ça, je pense que ça le l'élimination hante. de Olivier Jospin d'Artigol. à la présidentielle au premier tour. Le 21 avril 2002. Oui, Ouais. pour lui, c'est aussi un traumatisme puissant. Oui, et il n'a pas compris que la gauche ne comprenne pas à ce moment-là qu'il fallait repartir à zéro. Oui, Et from le combat scratch. suivant, c'est le référendum de 2005 contre l'Europe. Le non l'emporte, et Mélenchon pense que quelque chose va démarrer, qu'il y a un plan B, qu'il y a une nouvelle gauche qui va surgir, et là il est déçu par le fils de Mitterrand, c'est-à-dire Fabius. Oui. Et donc de rupture en rupture, de déception en déception, il s'est mis à son compte avec la volonté de détruire tout ce qu'il y avait autour et la certitude qu'en détruisant, du chaos et des ruines jaillirait la lumière et que ça permettrait et la révolution et son triomphe personnel. Et honnêtement, pour l'instant, même si on pense qu'il ne réussira pas, il a marqué des points. Oui, enfin, il a franchi des étapes. Il y a eu- en dernière présidentielle. C'est énorme. Il y a eu oui. une Mais à césure 600 quand même. 000 voix près, il était au Oui, second bien tour. sûr. Et ces 600 000 voix-là, c'est resté sur l'estomac. quoi. Bien sûr, bien sûr. Il y a eu une césure quand même avec la perquisition. Il y a eu La République c'est moi, on a été beaucoup de commentateurs et beaucoup d'observateurs et de journalistes à dire c'est fini. C'est-à-dire qu'il s'est tiré une balle dans le pied. Et d'ailleurs, pendant 6 mois, on n'a plus entendu parler de lui. Et pourquoi ce Sauf n'était en pas mal. fini ? Pourquoi ce n'était pas fini ? D'abord parce qu'il l'a intégré à sa propre histoire et qu'il a construit à travers cette rébellion, puisqu'il a été condamné pour rébellion, un moment révolutionnaire, comme Lula qui va en prison et qui redevient président, comme c'est juste. Chavez, Castro ou les autres qui passent par le pire avant d'avoir le meilleur et de gagner. Donc il l'a intégré à son roman. Puis la deuxième raison, elle est sociologique, c'est qu'il y a des tas de gens dans notre pays qui ont une envie de destruction, une envie de nihilisme et qui seraient ravis de pouvoir eux aussi dire la République c'est moi en empêchant une perquisition de se dérouler. La rébellion anti-républicaine, dire la police tue, piétiner les institutions, c'est ce que pensent au fond d'eux beaucoup de gens qui, dans la souffrance, parce qu'ils souffrent vraiment, eh bien, nourrissent ce projet de renversement. Mais est-ce que Olivier la véritable bascule n'est pas tant la perquisition et c'est moi la République, c'est moi, que la séquence ouverte qui n'est pas qu'une séquence, désolé, mais que c'est ce qui vient de s'ouvrir après le 7 octobre. Il y a deux choses. D'abord, qu'est-ce qui se passe juste après la Christophe perquisition ? Barbier. Les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, j'en parle avec lui dès le début. Il me dit, c'est rien, c'est un mouvement poujadiste. C'est des petits blancs sur les ronds-points qui font des barbecues. Il détestait les Gilets jaunes. Et puis ça prend, et il se dit, le voilà peut-être ce prolétariat que je cherche depuis toujours. C'est ça. Et il fait une déclaration d'amour à Éric Drouet, le comparant à Éric Drouet qui a arrêté le roi à Varennes, et il essaye de récupérer cette mythologie C'est des vrai. Gilets jaunes, et puis évidemment, ça fera flop avec le grand débat lancé par Macron. Avec le 7 octobre, qu'est-ce qui arrive ? De nouveau, une masse prolétarienne disponible. Ce sont les opprimés, les humiliés par la colonisation, par le racisme, par la République qui leur tourne Mais leur ça, dos. c'est son électorat déjà. Oui, mais ils s'abstiennent. Oui. Ils se dispersent. Ouais. Mélenchon est persuadé que depuis le 7 octobre, il a réussi à creuser un canal dans lequel cette colère qui est à la fois anti-israélienne, anticapitaliste, anti-sioniste, sans doute pour une part antisémite, cette colère-là, elle peut aller aux urnes. Pas aux européennes, ils s'en fichent des européennes. Elle peut aller aux urnes en 2027, pas pour le faire gagner. Il y aura toujours en face une France, entre guillemets, blanche, et en tout cas âgée et installée, qui sera plus nombreuse. Mais pour le faire accéder à un second tour face à Le Pen, qui nous donnera une victoire éclatante de Le Pen, à au moins 2 tiers, peut-être 70%. Mais après,
il attend la révolution. Et Le Pen élu face à Mélenchon au second tour, pour lui, c'est le détonateur de la révolution. La France des banlieues ne se laissera pas faire, et menée par l'avant-garde qu'on a pu voir à Sciences Po, elle déclenchera la révolution. Et enfin, son rêve sera réalisé. C'est intéressant sur l'islamisme et sur ce trend, j'allais dire en bon français, de l'islam. C'est totalement nouveau. Là, c'est arrivé quand même avec le 7 octobre et avec cette prise de position tout à fait nouvelle. La première apparition publique de cela, c'est novembre 2019. C'est la manifestation co-organisée par le CCIF, où on entend des slogans insupportables et il est là. Et il l'assume. Il aurait pu dire, je fais une connerie, j'y suis allé. Non, il l'assume. Donc là, il y a un revirement. On est donc après l'affaire des Gilets jaunes qui n'a pas fonctionné, il se rend compte qu'il n'y a plus de prolétariat, de lumpen prolétariat disponible pour la révolution. Et là, il se convainc, on le convainc, que cette France de l'humiliation des musulmans, humiliés par la colonisation, par la décolonisation, par les ghettos des quartiers, etc., par la police, par les contrôles aux faciès, par le racisme systémique, nous dit-on, ça lui donne la base de la révolution. Et ce mot de créolisation, il l'invente à quel moment ? Il l'invente à la présidentielle suivante, c'est une invention plus tardive, ça vient d'Édouard Glissant. Et pour lui, la créolisation, c'est une manière de déborder l'immigration en l'intégrant à autre chose. D'abord quelque chose de poétique, et puis quelque chose qui intègre la France de l'outre-mer. Et montrer que la décolonisation, c'est pas seulement ceux des pays décolonisés, Afrique, Tunisie, Maroc, Afrique noire, qui forment une masse révolutionnaire, mais aussi ceux des pays à décoloniser. Regardez leur prise de position sur l'affaire de Nouvelle-Calédonie en ce moment. Le vote de l'élargissement du corps électoral devait se faire à 16h30, il se fait à minuit, 1h du matin, parce que la France insoumise fait de l'obstruction. Ils veulent donc avoir les ex-colonisés, qui pour eux sont toujours des colonisés de l'intérieur, humiliés, et puis les décolonisés de demain. Vous écrivez en amorce de deuxième partie, je suis en deuil de Jean-Luc Mélenchon. Il est mort quelque part dans les fossés de l'islamo-gauchisme. Il s'est pendu avec la corde de la provocation. Il s'est fait exploser en kamikaze de l'outrance. CJ Jean-Luc M, républicain apostat, socialiste dévoyé, humaniste égaré. Vous êtes en deuil. Oui, j'ai beaucoup admiré, j'ai beaucoup apprécié, comme Olivier d'ailleurs, le premier Mélenchon. Ce Mélenchon que j'ai très bien connu du début des années 90 jusque 2012, 2014. Par là, on s'est vraiment perdu. La rupture avec Jean-Luc Mélenchon, c'est le jour où Jean Plantu, dans l'Express, fait un dessin où il y a Le Pen à une tribune de meeting et Mélenchon à une autre, et c'est le même discours. Le rouleau du discours de l'un va jusqu'à l'autre côté. Et Jean était très attaché à cette idée du rouge-brun et à ce risque des deux populismes qui semblent se combattre mais qui en fait se font la courte échelle. Et Jean-Luc Mélenchon, dans une loge de maquillage d'un plateau télé, vient vers moi et me dit « Vous êtes un fasciste parfumé ». Et je lui réponds « Mais pourquoi parfumé ?» et voilà. Et là, il y a eu une rupture entre lui et moi. On a continué à se parler, on s'est vu, mais on est passé en mode combat, en mode agonistique à partir de ce moment-là. Alors que j'allais le voir, par exemple, dans son secrétariat d'État. On parlait République, on parlait... Et encore après, on a encore réussi à se voir au moment de l'affaire Quatennens, donc on est en 2021, en 2022, et on a parlé de Bolivar, on a parlé de Mitterrand, il a les yeux embués quand on parle de Mitterrand. Mais il a les yeux embués quand on parle de Quatennens aussi, c'est le fils prodigue qui rate une marche parce qu'il a des problèmes personnels et il gifle sa femme. Tout à fait, et il avait sous-estimé, Jean-Luc Mélenchon, la tempête qui allait s'abattre sur Quatennens, mais il m'a dit Comment lui, l'homme d'État, a pu sous-estimer ça? Oui, et puis parce qu'il n'a pas compris cet aspect-là de son époque. C'est ironique dans la bouche de Catherine, bien sûr. Il n'a pas compris cet aspect-là de son époque. Il est, par certains aspects, il est daté. Et notamment, lui, comme le restaurant dans lequel vous déjeunez au début de la pièce de théâtre. Voilà. Et là, il a des combats de retard. Si vous vous embêtez, vous avez mais il m'a dit quelque chose de très juste. Il m'a dit, face à ce genre de tempête, il n'y a qu'une seule solution, c'est faire le dos rond. Alors ça dure plus longtemps que ce qu'il pensait pour Quatennens, mais Quatennens n'est pas détruit. Quatennens est revenu, Quatennens est là, et parmi les députés LFI, c'est pas celui qui est le plus menacé dans sa circonscription. Olivier d'Artigol. C'est passionnant parce que je connais aussi un peu le personnage. Un personnage qui se livre. Il y a au final aussi peu de politique qui se... Oui, mais il peut se livrer dans des moments très particuliers où il va assez loin d'ailleurs dans l'exercice de la. Parce qu'il a des gros moments de déprime. Il y a des cycles. Mais je pense vraiment que la non-qualification au second tour de la présidentielle, qui était pour lui une sorte de Graal. Ça me fait penser j'ai pensé en vous écoutant, Christophe Barbier, à la phrase de Madame Louise, la fille de Louis XV, qui se retire dans un Carmel et qui écrit sur le mur « Souffrir n'est rien, souffrir passe, avoir souffert ne passe pas ». Il a souffert, beaucoup en politique,
avec des blessures terribles, et ça ne passe pas. Cette colère ne se dissipe pas. Il est en colère. Il y a un mécontentement de la situation qui lui a été faite au Parti socialiste, puis devant le suffrage universel, alors qu'il pense véritablement qu'il devait être qualifié pour un second tour. Et que l'âge ne lui apporte pas d'apaisement. C'est au contraire, il est... Voilà. On le sent toujours dans un courroux formidable, toujours un orage. Avoir souffert ne passe pas. On est en pleine période électorale là, pour les européennes. Vous avez dit d'un mot, mais j'aimerais en savoir plus, Christophe Barbier. Il s'en fout des européennes. Oui, bien sûr. C'est-à-dire bien sûr. Il s'en fout. Il constate pour l'instant qu'ils ont fait un peu plus de 6 la dernière fois. Manon Aubry est à 8 dans les sondages. Il a déjà pris son bénéfice politique. Oui. Il l'a pris à Lille en criant la censure. Il l'a pris à Sciences Po. Il l'a pris avec Rima Hassan. Il a pris son bénéfice politique, pas pour envoyer quelques députés dans un Parlement européen qui l'indiffère, mais pour continuer à avoir ce noyau dur atomique qui va lui permettre d'aller vers 2027. Un Parlement européen qui l'indiffère ou un Parlement européen où il a décidé aussi de faire une forme d'obstruction à la démocratie européenne, si tant est qu'on pouvait parler de il n'en a pas les moyens. Il n'en a pas les moyens. Non. Les nationalistes de droite, en 2 groupes divisés, ont les moyens de perturber le jeu du Parlement européen. Cette gauche radicale-là, Podemos s'est essoufflé, les Grecs n'existent plus, donc vous voyez, il n'y a pas... Et puis ça l'intéresse pas. Ça l'intéresse pas. La course à laquelle on assiste dans la première partie, parce que ça commence effectivement, Catherine a raison de le dire, par l'enfance, on fait connaissance avec ce petit garçon qui devient ensuite ce qu'il est. À la fin, ça s'accélère encore, et puis le téléphone sonne sans cesse. On va pas dire pour quelle raison, mais est-ce qu'il y a un destin de Jean-Luc Mélenchon? Vous laissez les choses en suspens, mais est-ce qu'il y a un destin que vous imaginez, et si oui, lequel? Je suis persuadé qu'il ne renoncera pas, que sa fameuse phrase « je suis en retrait, pas en retraite » est la première étape de sa candidature en 2027. Je suis persuadé que aucun de ces dauphins autodésignés n'a les tripes et le cran pour le défier et lui dire non, Jean-Luc, tu n'iras pas, c'est moi qui irai à ta place. Aucun n'en a la force politique, la force psychologique, ni l'envie, ni le talent, ni l'incarnation. Ni l'incarnation. Et puis ils s'entendent pas entre eux, donc ils peuvent même pas faire une affaire collective, un complot collectif. Donc il y a pas de Brutus. Il y aura pas de crime de l'Orient Express. Exactement. Donc ça sera Mélenchon ou personne. Et moi je pense que Mélenchon continue à creuser un sillon dans la colère française qui lui permettra d'être candidat en 2027. Il a commencé en 2022, il était à peu près à égalité avec Hidalgo dans les premiers sondages. Quel lien, vous faisiez tout à l'heure, vous parliez du rouge-brun, vous avez raison, quel lien avec Glucksmann? Parce que le numéro 3 de la liste de Glucksmann, c'est un mélenchoniste, et il pourrait y avoir... En tout cas, c'est des partisans de la NUPES. La NUPES est morte officiellement. Nous ne pouvons plus travailler avec Jean-Luc Mélenchon. Elle n'est pas morte dans les faits. S'il y avait une dissolution à l'automne, beaucoup au PS diraient il faut absolument se rabibocher avec LFI, sinon on n'a plus de députés. Mais quand la NUPES reviendrait. Quand vous avez Valérie Ayé, par exemple, au grand rendez-vous Europe 1 CNews dimanche dernier, dit c'est l'arbre qui cache la forêt, ou en l'occurrence c'est l'arbre qui cache la NUPES, en parlant de la liste Glucksmann, est-ce que c'est la réalité? Oui, c'est la réalité. Il y aurait un accord électoral pas exactement dans les mêmes conditions que la dernière fois. Bien sûr, il y aurait un peu, puis il y aurait des dissidents. Ça serait un peu différent, ça serait moins facile pour Mélenchon. Et puis le mythe Élisez-moi à Matignon, ça ne fonctionnerait plus. Mais je pense qu'au PS, dans la direction officielle et dans les cadres du PS, il n'y aurait pas, s'il y avait dissolution, la volonté de dire on va contre lui. En revanche, en 2027, s'il est battu, notamment s'il était battu au premier tour, s'il n'arrivait pas à se qualifier pour le second, là, ça change un peu la donne. Parce que là, l'après-Mélenchon commence vraiment. En 2027, il sera pas plus vieux qu'un Poutine, un Erdogan, un Xi Jinping, ou moins vieux qu'un Lula. Voilà. Il aura à peu près l'âge de Gaulle quand il a été élu en 65. Donc rien ne fera reculer Mélenchon, sauf peut-être, comme Le Pen, la justice dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Il y a toujours cette épée de Damoclès. Sinon, il sera candidat. Il a une bonne chance d'être au second tour parce que le corps central n'aura plus de Macron. Donc si vous avez un Attal, un Édouard Philippe, un Wauquiez et un Xavier Bertrand qui se tirent dans les pattes, vous aurez tout le monde entre 8 et 16, et vous aurez Mélenchon à 18, Marine Le Pen à 29, et vous aurez un second tour, Mélenchon-Le Pen.